L'iMac Pro est enfin arrivé jusqu'à la rédaction dont refait le Mac. Pour le mettre à l'épreuve, nous l'avons confié à des pros pour savoir si, oui ou non, cette surpuissante machine mérite son prix élevé. Alors quelles sont ses forces et faiblesses? Est-il raisonnable d'investir dans une machine fermée pour un professionnel? Faut-il plutôt attendre un nouveau Mac Pro? Débat! Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM, très heureux de vous retrouver ici à 42, l'école qui forme les futurs talents de la tech. Vous retrouvez On refait le Mac chaque semaine sur notre site www.onrefaitlemacom. Le site était tombé la semaine dernière, mais l'excuse, il est revenu grâce à Raphaël Mercier de l'agence web ibrisweb.be, spécialisé dans la création de sites web premium et d'hébergement professionnel. Sans eux, on ne serait pas arrivé. Vraiment une agence de pros à conseiller, qu'on se le dise. Vous retrouvez On refait le Mac également sur nos chaînes Dailymotion et sur YouTube. Je vous invite à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce en une version téléchargeable en podcast sur iTunes, en HD ou en une version audio. Vous retrouvez également On refait le Mac sur son application mobile ORLM sur l'App Store pour iOS, iPhone et iPad. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur Facebook, Twitter et désormais sur Instagram. En plateau, il nous a fait patienter près de 2 mois pour débarquer à 42, l'iMac Pro. Et dans la place, c'est une version 3 GHz équipée de 10 cœurs, d'un SSD de 2 Tera, 228 Go de RAM et d'une carte graphique Radeon Pro Vega 64 16 Go, voilà pour la version, c'est la version un peu intermédiaire. Et pour nous aider à réaliser son grand test cette semaine en duplex, un pro du montage vidéo dont le site yakyak.fr est une référence en France. C'est le spécialiste de Fackel Pro 10 qui depuis ces derniers jours n'a eu de cesse de pousser l'iMac Pro dans ses derniers retranchements. Il s'agit bien sûr d'Erwan Lecloirec. Bonjour Erwan. Bonjour Olivier. Alors, l'iMac qui est derrière toi, Erwan, tu l'as vraiment fatigué. Il tient encore le choc avec tous les tests que tu lui as fait ces derniers jours? Ouais, tu vois, il est toujours en état, ça tient bien la route pour l'instant. Bon, on va faire, On nous a préparé des tests assez pointus en matière de prod vidéo. Vous allez voir ça tout à l'heure. En duplex depuis Montpellier, un amoureux de l'image sous toutes ses formes, notre pro de la photo comme de la vidéo, photographe, réalisateur, Emmanuel Pampuri. Bonjour Emmanuel. Bonjour Olivier. On te retrouve toujours sur ton site pampuri.net? Toujours, mon site, ma chaîne YouTube, les réseaux sociaux, tout ça. Alors, tu t'es également... Pas très compliqué à trouver. Ouais, tu t'es également amusé avec l'iMac Pro à sa sortie? Et j'ai eu la chance, oui, de pouvoir bricoler et faire des tests. On a fait une petite vidéo justement à ce sujet parce qu'il était très attendu cet iMac Pro. On va en parler notamment du côté des vidéastes qui étaient un petit peu orphelins avec un Mac Pro qui évoluait pas depuis des années. Et enfin, le meilleur pour la fin, entre guillemets bien sûr, mon ami et consultant numérique, Stéphane Zibi. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Meilleur, oui, ça m'a fait sourire. C'est parce que moi, je n'ai pas eu l'iMac Pro dans les mains, à part en magasin. Et je vais être un peu plus candide que vous autres. Ouais, mais ça me semblait intéressant d'avoir justement un avis un peu plus grand public, dirons-nous, autour de cette machine, parce qu'elle ne s'adresse pas qu'aux pros utilisateurs de vidéo. Vous allez voir, on essaiera de vous faire le portrait robot de l'utilisateur type d'un iMac Pro. Messieurs, avant de passer aux chiffres de la semaine, regardez cette semaine. Là, si vous offre un magnifique cadeau, un exceptionnel cadeau, je dirais, un Too Big Dock d'une capacité de 8 Tera. Donc, soyez attentifs, ça vaut près de 600 ou 700 euros cet engin. C'est bien plus qu'une solution de stockage, c'est aussi une station d'accueil pour connecter directement vos cartes CF et SD, vos périphériques USB 3 et Thunderbolt 3 ou encore un moniteur. Son prix précis, 659 euros pour cette version 8 Tera. Un beau cadeau donc à gagner en répondant à la question qui vous sera posée en fin d'émission. Un clin d'œil également à notre parrain Crucial qui vient de lancer un nouveau SSD, le Crucial MX500. Il se décline en 4 capacités
250 Go, 500 Go, 1 et 2 Tera. Avancée de ce modèle, idéal pour remplacer le vieux disque dur de votre Mac et de PC performance si vous n'avez pas les moyens d'acheter un iMac Pro. Le disque SSD MX500 profite de la toute dernière technologie de mémoire flash NAND 3D qui affiche une vitesse de 560 mégaoctets par seconde en lecture et 510 mégaoctets par seconde en écriture. C'est également le premier SSD crucial à avoir la garantie de 5 ans contre 3 ans pour les précédents. Son prix à partir de 78 € pour le modèle 250 Go. Place à présent au chiffre de la semaine. Le chiffre de la semaine, c'est la réponse à notre sondage que nous avons publié sur le compte Twitter d'En On fait le Mac. Stéphane, tu peux t'en charger cette semaine ? Je peux m'en charger, Olivier. Oui, en effet, il y a eu une question sur Twitter. Qu'attendez-vous d'un Mac pour les pros? Sur les plus de 1000 votants, vous étiez 37% à répondre de la puissance. Surprise en deuxième position, 30% à répondre d'un produit tout en un. 18% un bon rapport qualité-prix. Et en dernier, la modularité qui arrive avec 15%. Donc la puissance quand même, on sait que quand on investit autant d'argent, c'est la puissance qui prime. Donc on sait qu'on va en avoir pour quelques années. Avec les systèmes comptables qui nous permettent d'amortir des produits, ça pendant plusieurs années, on a l'impression même de ne pas payer cher à la fin cet appareil. Donc on va dire que c'est plutôt un sondage et des résultats sans surprise, et fort heureusement d'ailleurs. Ouais. C'est vrai que la puissance, c'était une demande criante, Emmanuel. Ça faisait des années que les professionnels voulaient une machine qui casse la baraque. Ils étaient quasiment obligés de monter des PC et les faire tourner sous macOS. C'est le phénomène du Macintosh pour avoir des machines vraiment très pointues, puisque le Mac Pro n'avait pas évolué depuis des années, Emmanuel. Bah oui, la dernière release, le fameux cylindre, date de fin 2013. Il avait défrayé la chronique en positif et en négatif à cette époque-là, et c'était une machine qui était assez fascinante, mais complètement bloquée au niveau de l'évolution. Et depuis, en fait, Apple avait promis que les composants allaient évoluer, mais au final, il ne s'est rien passé. Ouais, Et malheureusement. c'est vrai qu'on a besoin d'une machine qui ait des performances qui soient à la hauteur des logiciels, parce que les logiciels, eux, ils n'arrêtent pas d'évoluer. Ouais, constamment, on va en faire la démo ce soir. Messieurs, quelles sont vos réactions à ce sondage, notamment au souhait d'une machine tout en une? C'est plutôt surprenant, Erwan, parce que traditionnellement, un professionnel vaut plus de la modularité, et la modularité arrive en dernier quasiment. Ouais, c'est un peu bizarre pour moi pour le tout en un. Je comprends l'utilité en fait d'avoir une machine voilà, qui s'installe, qui peut se déplacer rapidement et autres. Mais pour un professionnel, on table un peu sur le futur et sur la possibilité de modifier des choses, de pouvoir monter en puissance petit à petit. Donc c'est un petit peu bizarre. Je suis un peu surpris par le sondage. Ouais, ce qui est amusant, c'est que lorsque j'ai préparé cette émission, que j'ai rencontré les responsables d'Apple lors du fameux Product Briefing, ils ont déclaré que les besoins en modularité étaient en creux un débat d'arrière-garde, qu'aujourd'hui, les machines étant tellement puissantes qu'il n'y a pas forcément un besoin de les faire évoluer. Emmanuel, ton avis? On a bien vu que sur le Mac Pro, c'était ce qui a le plus manqué quand même. Bah, le Mac Pro, ce qui est clair, c'est que la problématique, elle n'est pas fondamentale, elle n'est pas uniquement liée au fait qu'il ne soit pas évolutif, parce que bon, moi j'en ai un, donc je l'ai depuis, ça fait 3 ans que je l'ai maintenant. Ça reste une super machine, mais il fallait prendre un peu le haut de gamme, notamment au niveau des GPU, parce que voilà, c'est des choses du fait qu'ils c'était pas évolutif. Voilà, les performances des DL700 aujourd'hui étaient très très bonnes à cette époque-là, et maintenant elles sont juste à la hauteur de ce qui se fait dans le milieu de gamme, on va dire. Par contre, le truc qui craignait, c'est leur refroidissement et le fait qu'il y a eu beaucoup de retours de garantie avec des problématiques énormes de SAV, et que justement ces GPU qui étaient mal ventilés et qui grillaient énormément. Qui claquait, ouais. On verra justement sur le long terme, parce que cette machine vient juste d'arriver, pour l'instant, il ne semble pas avoir ce genre de problème. La carte, il n'y a qu'une seule carte graphique dans l'iMac Pro et contre 2 dans le Mac Pro, mais c'est quand même une machine qui est très très fine. Donc on verra sur le long terme s'il n'y aura pas de problème de refroidissement. Pour l'instant, on verra plusieurs détails dans un instant, qu'on n'a pas eu de problème. À défaut de modularité, en tout cas, il faut espérer que les configurations évoluent et que les utilisateurs ne soient plus pris en otage. Il faut en effet souhaiter que cet iMac Pro ait droit à de futures mises à jour de ses composants et qu'on n'attende pas 4 ans, comme c'est le cas avec le Mac Pro, parce que là, je ne suis pas sûr que les pros continuent longtemps à suivre Apple. On continue le débat dans ce prochain chapitre, car on va parler du design justement tout en un.
iMac design tout en un fermé en clair, une gageure pour les pros. Apple n'a pas modifié le boîtier de l'iMac pour ce modèle. Ça reste un iMac dont le design remonte déjà, je crois, à 2012. Une machine tout en une qui ne diffère en apparence que par une robe grise sidérale. C'est beau, mais comme nous l'avons déjà dit, elle mériterait une refonte complète de son design, Stéphane. Je sais pas si c'est bien de refondre quelque chose qui, comme ça, c'est un changement dans la continuité. Comme on l'a dit tout à l'heure un petit peu avec la puissance, on va le conserver plusieurs années avec le prix également. Donc, je ne sais pas si, par exemple, si on avait rajouté les couleurs flashy quand Steve Jobs est revenu et qu'il a relancé Apple avec toutes ces couleurs qui étaient très jolies. Maintenant, je ne sais pas si on garderait ça pendant plusieurs années. Chez nous, il faut garder quand même quelque chose de sobre. Donc, le design, au niveau de la couleur, moi, je suis plutôt partisan. Je trouve qu'ils ont fait quand même un bon choix. Oui, Après, c'est le seul élément, le noir, qui a évolué en fait. voilà. Hein. Ouais, On voit ici, regardez, la finesse du noir. Ouais, là, le noir. Avant, c'était le du clavier blanc. qui est passé au noir, le trackpad Voilà. qui est passé au noir. Mais attention, croyez pas que le trackpad est livré dans la boîte. C'est une option. Ah bon? Il faut pas non plus déconner. Voilà. Et la magnifique souris noire. Effectivement, la couleur est très réussie. On l'a vu sur les MacBook Pro notamment, ou encore les iPads. Mais c'est le seul élément distinctif de l'iMac aujourd'hui. Bon, on aurait pu imaginer que le châssis évolue un petit peu en marge. On retrouve toujours au dos les connecteurs comme sur la version 5K qui sont toujours aussi mal placés, regardez. Bref, et pour le reste, eh bien, on dispose de l'écran identique a priori à celui de l'écran 5K Erwan. Est-ce que c'est vraiment le même que la version haut de gamme, grand public, entre guillemets? Ouais, moi j'ai aussi un briefing hier avec Apple et ils m'ont confirmé que c'était exactement le même que l'iMac 5K. Donc ce qui était un peu bizarre parce que au tout début, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur le site d'Apple lors du lancement de l'iMac Pro, c'était marqué HDR en grand sur la page et ça a été enlevé. Je m'en suis rendu compte hier justement. Et donc c'est plus HDR. Et donc c'est le même écran qui est très bien, 5K. Après, quand on parle d'une machine pro, on peut parler de l'écran brillant, on peut parler aussi qu'ils n'ont pas fait le choix. Donc au niveau du design, ils sont restés sur le même. Je pense que c'est pour un seul but, c'est-à-dire pouvoir rapidement faire une machine pour les professionnels. Et donc ils ont gardé la chaîne de fabrication des iMac 5K, ils ont modifié la couleur. Après, ils ont tout modifié à l'intérieur, mais globalement, au niveau de la chaîne de fabrication, c'était plus simple que de refaire un design complet pour un nouvel iMac Pro. En clair, pour résumer ta pensée, et pour ceux qui ont loupé les épisodes précédents, il y avait un peu une situation d'urgence chez les pros, messieurs. C'est suite je dirais, au coup d'arrêt qu'avait connu le Mac Pro sans évolution, le MacBook Pro avec la Touch Bar qui n'a pas vraiment convaincu, surtout à son niveau de prix, et qui avait un vrai besoin d'une machine sur le marché rapidement disponible pour répondre aux besoins de puissance des utilisateurs, effectivement de reprendre le design tout en un. Enfin, le design existant de l'iMac a permis d'aller vite, a priori. Bon, on aurait pu voir évoluer le Mac Pro, mais vu son design très très particulier, ça semblait vraiment compliqué d'adapter les composants. Tu parlais de HDR, c'est important aujourd'hui le HDR. On peut peut-être poser la question à Emmanuel. Dans quelle mesure c'est important aujourd'hui le HDR? Ça sert à quoi concrètement pour un pro de la vidéo? Alors, le HDR, déjà, ça veut dire High Dynamic Range. Donc, c'est un nouveau standard d'affichage qui arrive sur les écrans et dans la prise de vue, qui permet d'avoir une dynamique un peu plus étendue, c'est-à-dire d'avoir plus d'informations entre les très hautes lumières et les très basses lumières qui seront présentes à l'image pour se rapprocher de ce que voit réellement l'œil humain. Quand on voit une caméra habituellement, dès qu'on est un peu dans l'ombre, on a tendance d'avoir une image dans les ombres qui est très très noire, qui est très très bouchée, on dit. Le HDR va révéler des détails dans les basses lumières et dans les très hautes lumières. Voilà. Donc ça, il y a plusieurs normes qui se battent actuellement. Il y en a une de chez Dolby et une autre Dolby Vision, qui est plutôt donc en clair, si l'écran n'est pas certifié HDR, un monteur ou un vidéaste est obligé de brancher un deuxième écran externe certifié. Donc ce serait un vrai handicap, ça, en clair.
Il y a un assistissement en Oui, oui. plus. Et ce qui est dommage, c'est que en plus Apple a mis dans ses profils colorimétriques de calibration d'usine dans les préférences système, vous allez pouvoir maintenant jouer avec différentes calibrations. Donc ils sont sensibles à ce truc-là, et ils sont assez engagés dans tout ça. Donc moi, je trouve ça aussi assez dommage qu'on n'ait pas eu de progression à ce niveau-là. Pour une machine professionnelle, l'aberration, c'est très beau, hein, regardez, si on revient sur le plan en plateau, elle est très belle avec sa dalle en verre qui recouvre carrément toute la face avant, hormis la partie en aluminium en bas. Mais si je bouge un petit peu l'écran, vous allez voir, vous allez comprendre de suite. Si je fais ça, eh ben voilà, c'est quand même un nid à reflets. Ça, c'est un vrai problème pour les professionnels, surtout si vous travaillez avec des néons au-dessus du Mac. Et ça fait des années qu'on réclame pour les pros un iMac ou du moins des écrans mat. Et malheureusement, Apple privilégie le design sur ce point-là, messieurs. Oui, on aurait pu imaginer, si c'était une machine pour les pros, Erwan, que Apple vire la dalle ou mette une dalle mat, tout simplement. Non, et puis je crois qu'à moins gros changement de politique, mais je crois qu'ils le feront jamais, parce qu'une dalle brillante, en fait, ça permet d'avoir une image beaucoup plus belle. Donc, quelles que soient les circonstances, même s'il y a des reflets. Et ils ont fait ce choix-là depuis plusieurs années maintenant. Donc, globalement, pour un écran HDR ou un écran professionnel pour l'étalonnage, de toute façon, on va travailler avec un écran dédié sur le côté qu'on va brancher en Thunderbolt 3 et qui va gérer en fait tout ça. Ouais. Donc, moi, je pense pas qu'Apple va revenir sur un écran mat. Ouais, malheureusement. Mais on sait qu'Apple en prépare un, a priori, et même un nouveau Mac Pro, on en parlera. Enfin, des messieurs, quand même, enfin des missions, messieurs. Euh, en, en- la vertu quand même du tout en un, c'est outre la disparition des câbles, c'est la tradition de l'iMac, c'est le silence. Moi, c'est vraiment ce qui m'a frappé en utilisant cette machine et en l'a pourtant poussé dans ses derniers retranchements et véritablement à l'image du Mac Pro d'ailleurs. Il est très très silencieux. Est-ce que vous confirmez de votre côté, messieurs? Alors moi, j'ai fait quelques tests justement de gros calculs pour une timeline en 4K que j'exporte en 8K, que j'exporte en 4K pendant 1 heure. Et au bout d'un petit moment, ça souffle. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça ne souffle pas tout le temps. C'est-à-dire il y a un gros moment de souffle qui est pas obligatoirement très très fort par rapport à un gros PC que j'ai à côté qui souffle tout le temps. Mmh. Mais à un moment donné, ça s'arrête et puis ça reprend. Donc c'est pas non-stop en fait. Donc oui, ça souffle un petit peu, mais c'est vraiment dans des phases de calcul intenses. Sinon, en montage 4K et autres, j'entends rien du tout. C'est vraiment très 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 silencieux. Mmh. Tu confirmes, Emmanuel? C'est un point important, hein, notamment dans les studios, dans les salles d'enregistrement, d'avoir une machine relativement silencieuse pour les pros. Ah bah, c'est hyper important. C'est quelque chose qui, surtout pour les gens qui font du son, bien entendu, mais quand on fait de la vidéo, on fait aussi du son, donc on a besoin d'avoir une machine qui est silencieuse. Moi, j'ai pu tester aussi, parce que j'ai fait tout un tas de vidéos et ça a commencé là sur le iGPU, donc j'ai eu la Vega 64, qui est la carte AMD qui est dans l'iMac Pro, Mmh. et j'ai pu la tester justement à part dans un boîtier iGPU. Et c'est vrai que je ne sais pas ce qu'ils ont fait au niveau du refroidissement dans l'iMac Pro, mais c'est quand même super silencieux. Alors que dans le boîtier iGPU, qui est peut-être moins bien géré au niveau de la ventilation, de la circulation d'air et tout ça, là, on avait un bruit qui était beaucoup plus proéminent. C'est bien que tu précises l'IJPU, petite précision, JPU, donc c'est la possibilité de brancher des composants comme une carte graphique en externe grâce à la puissance et au débit offert par le Thunderbolt 3 dans un boîtier externe. C'est aussi Ouais. une voie possible de développement Emmanuel pour le futur en utilisant effectivement les composants qu'on voudrait mettre à l'intérieur, on pourrait les mettre quasiment à l'extérieur. Ça fait des années qu'on en parle, 2-3 ans qu'on en parle ensemble d'ailleurs dans cette émission, Emmanuel, mais ça reste encore, on sent qu'Apple n'aimait pas vraiment le paquet là-dessus, hein. Enfin, du moins, durant Ça le y est, tour là, de c'est briefing, parti. ils étaient un petit peu circonspects autour de ce phénomène de la possibilité de mettre des modules Alors, externes. la prochaine évolution de macOS va enfin intégrer beaucoup mieux le iGPU avec carrément un petit bouton dans une interface Ouais. dans la barre du Bon. haut qui va permettre de switcher, d'activer ou pas de iGPU, parce que c'est vrai que pour l'instant, ça marche, mais c'est pas hyper plug and play, on va dire. Alors, pour rester dans les unités de Thunderbolt 3 externe, je vous rappelle que notre concours cette semaine, l'ACI, vous offre
Un cadeau exceptionnel, un Too Big Dock d'une capacité de 8 Tera. C'est bien plus qu'une solution de stockage, c'est aussi une station d'accueil pour connecter directement vos cartes CF et SD, vos périphériques USB 3 et Thunderbolt 3 ou encore un moniteur. Son prix 659 € pour le gagner, c'est simple. Vous répondez à la question qui vous sera posée en fin d'émission. Un clin d'œil également à notre parrain Crucial qui vient de lancer un nouveau SSD, le Crucial MX500. Il se décline en 4 capacités, 250 Go, 500 Go, 1 et 2 Tera. Avancé de ce modèle, idéal pour remplacer le vieux disque dur de votre Mac et d'OPC Performance, le disque SSD MX500 profite de la toute dernière technologie de la mémoire flash NAND 3D qui affiche une vitesse de 560 mégaoctets par seconde en lecture et 510 mégaoctets par seconde en écriture. C'est également le premier SSD Crucial à avoir la garantie de 5 ans contre 3 ans pour les précédents. Son prix à partir de 78 € pour le modèle 250 Go. Pour rester dans les chiffres, on va parler de performance et répondre à une question toute bête. Est-ce que l'iMac Pro est l'ordinateur de bureau le plus rapide du monde? Alors messieurs, que vaut en termes de puissance brute l'iMac Pro? Nous l'avons comparé à un iMac 5K de dernière génération, un MacBook Pro 15 pouces haut de gamme et bien sûr le Mac Pro que nous utilisons ici en régie pour réaliser cette émission, parce qu'on fait le Mac, évidemment, on fait ça sur Mac. On a d'abord bien sûr fait des tests de puissance brute classiques sous Quickbench qui sont sans appel. Regardez la puissance délivrée par la puce Intel Xeon de l'iMac Pro fait vraiment la différence. L'iMac Pro 3 GHz 10 cœurs, modèle intermédiaire, puisqu'on n'a pas eu la version d'entrée de gamme, arrive à un score de 5164 et de 35 469 sous Geekbench et non pas Quickbench, autant pour moi. Et l'iMac 5K est nettement en retrait, 4839 et 14057 en multicœur. Et le Mac Pro, qui a quand même 4 ans maintenant, 3956 et 24361. Alors pourquoi on vous a mis le MacBook Pro 15 pouces? Parce qu'il y a énormément de vidéastes qui utilisent cette machine. Et c'est aujourd'hui la machine Pro la plus populaire de la gamme, qui est en net retrait également, 4597 contre 15620. Ça, c'est pour ce qui concerne la puissance intrinsèque brute des puces Xeon, sans surprise. Encore une fois, le Mac Pro n'ayant pas évolué depuis 4 ans, il est normal que l'iMac Pro lui passe devant. Les puces ont bien évolué. Qu'en est-il maintenant de la puissance brute graphique de l'iMac Pro et des nouvelles cartes de nos amis de chez AMD, toujours sous Geekbench? L'iMac Pro écrase aussi bien notre Mac Pro que l'iMac 5K. Regardez, il arrive à un score phénoménal de 159 595. Ça, c'est la puissance brute de la Radeon Pro Vega 64 16 Go dont nous parlait à l'instant Emmanuel. La Polaris AMD, c'est toujours une Radeon de l'iMac 5K. La Pro 510 ne peut pas rivaliser. Elle n'a que 4 Go de mémoire. Elle n'arrive qu'à 86 124 points en termes de score. Et le Mac Pro est carrément dépassé, bien qu'il dispose ce qui était une originalité forte à son lancement de 2 GPU, l'AMD Radeon Fire Pro 700 pour l'entrée de gamme. Il a un score de 92 137, il résiste, mais il est nettement en retrait. Puis la MacBook Pro, lui est nettement en retrait, c'est un portable pour des questions de refroidissement. L'AMD Pro Radeon 560 n'atteint que 48 710. Voilà, donc on a bien compris que il semblerait bien que le fossé soit creusé. Ça, vous l'avez bien compris que d'abord, le fossé s'est creusé parce que les composants du Mac Pro ont vraiment vieilli, mais ça reste malheureusement des tests vraiment bruts. C'est assez théorique tout ça. Est-ce que dans le quotidien d'un professionnel, on va vraiment sentir la différence? Erwan, pour cela, tu nous as préparé une série de tests pour justement tenter de matérialiser les gains de performance obtenus par la Mac Pro au quotidien pour un vidéaste en production. Est-ce que tu peux nous les détailler avant de nous les dévoiler? Oui, alors j'ai fait 2 tests globalement dans Resolve, qui est le logiciel en fait qui gère le mieux au niveau puissance graphique et CPU l'ordinateur. Et mon premier test, c'était un test assez simple, c'était une timeline en 5K, voilà, donc ce qui est maintenant assez courant, on va dire, c'est pas tout le monde, mais pour l'instant courant. Et donc 5K exporté en 4K DCI. Donc DCI, ça veut dire que c'est juste un tout petit peu plus que l'Ultra HD qu'on a sur les téléviseurs. C'est plus le 4K cinéma. D'accord. Et donc, en termes de résultats bruts, globalement, par rapport à un Mac Pro d'entrée de gamme, je précise, donc 2013 avec les D300 et autres, donc c'était vraiment l'entrée de gamme. Et donc avec le Mac Pro, l'iMac Pro, donc moi j'ai la même config que toi, c'est-à-dire le 10 cœurs avec 128 Go de RAM et la Vega 64 à 16 Go. L'iMac Pro est 4 fois plus rapide, c'est-à-dire sur 1 minute,
Il y en a un qui met 1 minute 10 et puis l'autre, donc sur le Mac Pro 2013, ça met 4 minutes 40 Ouais, donc à là, peu près. alors on voit vraiment un gain de production. Alors c'est vraiment, là, tu l'as vraiment poussé très fort et on voit véritablement là un gain de Alors là, production. c'est pas le plus fort, hein, Ouais, justement, ah bon, parce que je suis allé un petit peu plus loin. Je me suis allons-y. dit: «Ben, pourquoi pas tester?» Donc maintenant, il y a des capteurs 8K. Donc, je suis allé sur le site de RAID, j'ai récupéré un petit peu tous les échantillons RAID 8K qu'on pouvait avoir. Donc là, c'est avec des fichiers RAID natifs. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est-à-dire que avec l'iMac Pro, on est capable de lire des fichiers. Donc, je vais rentrer un peu dans la technique, mais R3D, c'est-à-dire qu'ils sont compressés sans perte de qualité, on va dire. Et on peut lire directement des fichiers 4K, 5K sans aucun problème en pleine qualité directement depuis la timeline, que ce soit dans Final Cut Pro 10, dans Resolve. Donc ça, c'est assez pratique. Après, pour le 8K, donc j'ai fait le test avec le 8K, en pleine qualité, ça va laguer. Donc on peut utiliser les modes en fait d'optimisation, c'est-à-dire que le logiciel va adapter un petit peu la taille en fait en descendant d'un demi par exemple. Donc on a une image 4K au lieu d'avoir une image 8K. Donc là, ça passe plutôt bien. Alors par contre, au niveau des rendus, donc pour un export d'une timeline de 10 minutes en 8K vers du 4K pour YouTube, par exemple, en H264. Donc, pour 10 minutes, il a fallu 42 minutes sur l'iMac Pro. Donc, pour convertir du 8K en 4K. Ça montre déjà véritablement l'effort que ça ça nécessite. Alors c'est 42 là que ça a minutes. pas mal soufflé Ouais, ouais. dessus. Et sachant que le Mac Pro 2013, ben j'ai pas pu en fait exporter parce que le Mac Pro pouvait pas soutenir en fait le 8K en export, c'est-à-dire qu'il m'a rendu un fichier vert. Et dans Resolve, par exemple, j'avais GPU is full, pardon. Donc le Mac Pro en fait 2013 pouvait pas gérer en fait ces fichiers 8K Tu as réussi à direct. saturer le Mac Pro. C'est bien. Ouais, mais il date C'était de des 2013. Donc. DL500, 300. Tu avais quelle carte graphique dans le Mac Pro? C'était des D300, c'est pour ça. Entrée de gamme. D'accord, ok. Ouais, donc j'avais 4 Moi, gigas si de je... mémoire pour gérer ça. Je pense qu'avec les si je- D700, ça doit passer un peu mieux. Si je peux me permettre, oui, Emmanuel, parce que oui. moi j'ai fait des tests j'ai fait des tests à peu près équivalents sur avec un Mac Pro un peu plus haut de gamme avec des DL700. Et sur les codecs des caméras qui nécessitent beaucoup de débayerisation, c'est-à-dire là où on va faire appel énormément au CPU en plus du GPU, l'iMac Pro écrase complètement le vieux Mac Pro de 2013. Par contre, sur les codecs un peu plus légers, quand on est sur des codecs qui ne nécessitent pas de passer par une débayerisation complète, notamment ce qui est le cas des codecs RED Code, des caméras RED, les DL700, le double DL700 fait quasiment jeu égal avec la Vega 64. Ouais, le fait d'avoir deux cartes graphiques reste un avantage encore pour le Mac Pro. Si tu prends au moins la version intermédiaire ou la version haut de gamme. Sur l'entrée de gamme, c'est moins évident. Sur c'est ça la version DL700. Ouais. Après, il y a aussi la problématique de ces fragilités, parce que le coût des images qui sont complètement vertes ou partiellement vertes, c'est clairement des sursaturations des GPU de ces fameuses cartes graphiques qui sont très mal ventilées dans le vieux Mac Pro Ouais, 2013. et encore une fois, ça illustre certainement la raison pour laquelle Apple a préféré, je dirais, professionnaliser son iMac que de faire évoluer la petite tour en forme de baril de lessive. Moi, personnellement, j'adore en termes de design, mais qui posait problème en termes de refroidissement et qui était vraiment problématique pour refroidir les dernières générations de cartes de chez AMD. Ils ont préféré l'intégrer dans cette machine-là et en mettre surtout qu'une seule de cartes. Et on va voir tout à l'heure si c'est vraiment un avantage ou pas. Parmi les cartes qu'aurait pu intégrer Apple, il y a d'autres marques, notamment Nvidia, qui est quasiment le leader du marché aujourd'hui. Ils continuent à faire confiance les yeux fermés à AMD, messieurs. On sait que ça peut poser problème hein, si le Mac Pro n'a pas évolué, c'est que les cartes vidéo n'ont pas forcément aussi évolué beaucoup de ce côté-là. Quelle est votre impression quid de Nvidia justement? Regrettez-vous qu'Apple ne se limite au modèle d'AMD? Peut-être avec Erwan et puis après Emmanuel. Puis on fera parler un petit peu Stéphane. Oui, oui. Bah, pour moi, le choix AMD, il y a plusieurs facteurs. Il y a un choix, on va dire, au niveau politique, c'est-à-dire qu'avec Nvidia, il y a des algorithmes, en fait, des propriétaires à Nvidia. Donc, Apple, je pense,
veut s'ouvrir sous l'OpenCL, pousse énormément l'OpenCL. Donc le langage graphique de macOS 10, hein, en gros. Oui, mais pas que, parce que sur les cartes NVIDIA, il y a aussi l'OpenCL. Mmh. Mais en plus, NVIDIA développe des petits, c'est comme s'il y avait des petits chipsets, en fait, des petits processeurs qui travaillent sur des fonctions très précises, par exemple la physique, par exemple le flou, et ça permet d'optimiser certains rendus. Et ce que fait Sur Adobe, par certains exemple, logiciels, hein, en tout cas. Ouais. oui, sur certains logiciels, par exemple Adobe, dans After Effects, il y a des effets optimisés pour les cartes NVIDIA, donc qui sont pas disponibles sur Mac. Parce que maintenant, c'est très rare d'avoir du NVIDIA, à part, comme parlait Emmanuel tout à l'heure, via du iGPU, on pourrait utiliser ces éléments-là. Ouais. Alors Donc, que NVIDIA a effectivement, tu l'as dit, proposé des pilotes pour la dernière version de macOS 10. Hein. Voilà. ouais, ils poussent toujours les versions. Et donc, c'est ce que tout le monde espère, c'est que s'il y a un futur Mac Pro qui soit modulaire, malgré ce qu'ils t'ont dit au briefing, et que derrière, on puisse mettre aussi bien du NVIDIA ou de l'AMD. Mmh. Ça Donc, c'est un peu... Brièvement, Emmanuel, ton impression par rapport à NVIDIA? Tu le souhaiterais, l'arrivée d'NVIDIA dans les machines professionnelles d'Apple? Alors bon, chronologiquement, ces dernières années, c'est vrai qu'NVIDIA a complètement, en termes de puissance brute des GPU, NVIDIA a complètement écrasé le marché avec des performances qui avaient pas mal enterré AMD. Aujourd'hui, on revient à un truc à peu près équivalent, et les dernières cartes AMD, notamment celle de l'iMac Pro, Ouf! surpasse un petit peu, pas grand-chose, hein, mais Ouais. c'est un tout petit peu meilleur que ce que, dans les gammes équivalentes, en tous les cas, que ce que propose NVIDIA. Voilà, donc je pense qu'en effet, le fait que, comme le disait Erwan, la technologie propriétaire qui s'appelle CUDA chez NVIDIA soit un peu fermée, c'est un argument qui est important. Après, je pense surtout que c'est des histoires de gros sous. NVIDIA gère CUDA, hein, c'est un point important pour le marché de la 3D. On sait qu'Apple Ouais. n'est plus du tout leader, loin de là, et plus un acteur dominant de ce marché alors qu'il était il y a quelques années. C'est vraiment le PC qui domine ce marché, car le standard d'Apple, c'est l'OpenCL, et le 3D, c'est CUDA aujourd'hui, hein, et c'est sur PC. Donc voilà, Apple pour l'instant a un peu de mal, c'est moins qu'on puisse dire. En parallèle, Apple veut imposer Metal 2 pour optimiser l'accélération du GPU pour la 3D. Là, c'est plutôt pour les jeux ou la réalité virtuelle. Et le standard du côté de PC, c'est plutôt DirectX. C'est encore une fois l'un des acteurs dominants dans ce deux marchés. C'est une nouvelle fois NVIDIA. Tu avais peut-être une petite remarque à nous faire, Stéphane, par rapport justement aux configurations NVIDIA, AMD. Il y a quelques benches qui sont parus sur le web. Ouais, moi, je me suis mis à la place de celui qui était le potentiel acheteur. Je suis photographe, je suis vidéaste, je suis développeur. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter cette machine? Et parmi les choses qui ont été un des métiers historiques, c'est la retouche d'image quand on est photographe. Et il se trouve que quand on fait un comparatif entre un Alienware et cet iMac Pro, on s'aperçoit quand même que les performances sont meilleures avec sur Photoshop, avec un PC aujourd'hui, ce qui était quand même le métier historique. La retouche d'image, c'était sur Mac. Tout ça parce que les cartes graphiques sont beaucoup mieux optimisées. Voilà, C'est les fameux chipsets dont nous parlait à l'instant Erwan, qui a développé NVIDIA, contrairement à AMD. Et d'autant plus qu'on va voir que, on a vu, Erwan, que Apple, pour ses démos, mettait en avant un logiciel en particulier, hein, c'était le logiciel d'Apple, qui eux sont a priori optimisés pour la configuration de l'iMac. On va voir effectivement, c'était Final Cut Pro en l'occurrence, pour lire en 8K. Hein, le 8K est fluide si vous le lisez nativement sur votre iMac Pro. Si vous utilisez Premiere, ce n'est pas forcément évident aujourd'hui. On va voir quelle va être l'attitude d'Adobe envers Apple et l'iMac Pro en particulier. On va parler d'un secteur important qui, on l'espère, va se développer et qui était vraiment quasiment absent, était totalement absent du Mac, c'est la réalité virtuelle. L'iMac Pro va pouvoir permettre de recoller les wagons, mais avant, on va passer à vos questions Twitter. Les questions Twitter avec, comme première question, une question de DFM59 sur Twitter avec une petite caricature de Lino Ventura. Quid du refroidissement? C'est vraiment l'inquiétude principale, parce qu'effectivement, la Mac Pro a beaucoup pêché de ce côté-là. La machine est complètement fermée, elle est ultra fine. Hein. Encore une fois, si je mets la main derrière, alors c'est pas chaud du tout. C'est presque pas chaud du tout. Qu'en est-il? Bon, là, elle est au repos quasiment. Qu'en est-il? Est-ce que tu peux rassurer les utilisateurs, Erwan? Bien sûr, si on fait des rendus non-stop avec 18 cœurs, je pense que là, ça va chauffer un petit peu plus. Mais pour moi, ils ont réussi à maîtriser un petit peu cette problématique
de la chaleur qui sortait par l'écran et j'ai l'impression que ça s'évacue beaucoup mieux en fait. Ouais. Autre question, celle de Kellyanne Issalis, K. Issalis sur Twitter. Crois-tu qu'un Mac avec un clavier complètement tactile puisse un jour exister? Alors là, vraiment prospectif. Il aurait fallu déjà peut-être, Emmanuel, qu'Apple nous mette une touch bar sous ce clavier, car si je le prends, regardez, hop, on va venir là, on va le montrer à l'écran, ips, on revient vers moi. Il n'y a pas de touch bar. C'est comme dans Black Mirror, en fait, ton truc. Ouais. Emmanuel. Ouais, c'est clair que. Tu le regrettes, cette absence de la touch bar? Il est très beau ce clavier, non, hein, après, soit dit en passant. Mais... Oui, il est très beau. La touch bar, moi, sur le MacBook Pro, je trouve que l'idée est bonne, mais la mise en application est pas terrible. On a l'habitude d'avoir des curseurs et des surfaces de réglage sur nos applications qui sont. Le fait que ça soit au-dessus du clavier, je trouve que c'est pas hyper pratique en fait. Ouais. J'aurais préféré avoir un truc sur le côté ou tu vois, Ou à la base, deux carrément, au niveau du trackpad. Ouais. Non, sur la touch bar, moi je trouve que c'est un message envoyé aux développeurs qui est hyper négatif vis-à-vis de la touch bar. Bien sûr. Déjà que les développeurs ne poussent pas, mais si Apple derrière ne pousse pas sa touch bar, pourquoi les développeurs vont s'enquiquiner à développer des outils, des interfaces? Des usages originaux, bien sûr. Tu as d'autant plus raison, Erwan, pour conclure sur le sujet, et avant de passer au busomètre avec Stéphane, que Apple a longuement insisté lors du product briefing sur le fait que la machine professionnelle la plus populaire, c'était aujourd'hui le MacBook Pro. Si quelqu'un travaille sur Final Cut sur un MacBook Pro et revient à son bureau pour travailler sur l'iMac Pro, il va perdre ses réflexes et il n'aura plus la touch bar. C'est un peu bizarre comme mode de fonctionnement. Ça confirme ce que tu disais un petit peu tout à l'heure en creux, Erwan, que c'est un peu une machine développée dans l'urgence pour répondre à un besoin des pros, puisque la touch bar, là, c'est quand même un peu plus compliqué à intégrer, surtout sur un modèle Bluetooth. Je vous rappelle que la touch bar, c'est un écran et envoyer l'image en temps réel sans fil. Je vous souhaite bien du plaisir. Voilà, on passe au busomètre. Le busomètre, les rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine autour de la planète Apple, et c'est Stéphane cette semaine qui s'initie à cette pratique, et le busomètre. Oui, toi, Stéphane. Olivier, en l'absence de Didier, oui, donc en gros, la première, c'est pas tout à fait une rumeur parce que c'est la réalité, les HomePod marqueraient les surfaces et pas seulement en bois. Moi, ça fait donc plus d'une petite semaine que je l'ai et je l'avais mis, on va dire, même quelques instants sur une Sonos 3 et ça a marqué la Sonos 3 également. C'est pas banal. On a du bois ici, regardez, si on monte le plan large, on a un magnifique bois sur nos podiums, sur nos bureaux, mais effectivement, le pupitre n'ont pas du tout été marqués la semaine dernière. On l'avait que pour les distances. Voilà, on ne les a peut-être pas suffisamment mis à l'épreuve. Rumeur suivante. La rumeur suivante, elle n'est pas très étonnante, c'est Samsung qui croulerait sous les écrans OLED. Alors, Samsung était donc le prestataire ou le partenaire, le constructeur qui fournissait les dalles pour répondre à la demande d'Apple pour les iPhone 10, pardon. Et comme les ventes sont peut-être pas à la hauteur, en gros, ils seront obligés de revoir les demandes provenant d'Apple pour les commandes. Pour les commandes, pardon. Néanmoins, Apple ne va peut-être pas obligatoirement travailler avec Samsung pour ses futurs smartphones parce qu'il est question que ce soit Sharp, Japan Display ou LG qui en soit responsable. Donc ça pourrait être un double peine pour Samsung. On se demanderait même si Apple n'a pas fait exprès tout cela. On se demande. C'est vrai que Samsung le faisait payer au prix fort, cette dalle OLED, parce que c'était la seule marque du marché qui était capable de fournir autant de dalles à Apple d'un coup. Les restes de constructeurs ne pouvaient pas répondre à la demande d'Apple. Troisième rumeur, Stéphane. Donc la troisième rumeur, Olivier, c'est la WWDC de 2018 qui se tiendrait et qui resterait à San José. Les dates, par contre, seraient fixes. Ça serait du 4 au 8 juin. Et il y aurait pas mal d'annonces en plus du nouvel iOS, du macOS, du watchOS et du tvOS. Il y aurait peut-être du matériel qui serait annoncé. Et ça serait c'est la prochaine rumeur. Allons-y, enchaîne. Voilà, donc quatrième rumeur. La nouvelle rumeur, la prochaine rumeur qui serait un iPhone SE qui serait présenté par la WWDC. Donc cet appareil bénéficierait d'un processeur A10 avec 2 Go de RAM et serait disponible en 32 et 128 Go. Et il conserverait le Touch ID, ne bénéficierait pas donc de Face ID. Ouais. Et on aurait un écran OLED bord à bord, on ne sait pas encore ça, si, ça serait pas mal. Il y aura un écran légèrement supérieur aux 4,2 pouces qu'on connaît, mais en tout cas, il semble 4 pouces. Ouais. Ouais.
Et en gros, on aurait un nouvel appareil plus abordable financièrement pour les fans d'Apple qui n'ont pas pu éventuellement se payer l'iPhone 10. Perso, j'ai un peu de mal à y croire, mais on verra en juin prochain. Moi aussi. Dernière rumeur, Stéphane. Alors le dernier, c'est marrant parce qu'en gros, il y a des sites aux États-Unis qui nous permettent de voir qui dépose quoi comme brevet. Et là, il y a un brevet d'iPad avec une encoche qui a été déposée de la même façon que l'iPhone 10. Donc, ce serait une façon de se mettre en conformité avec l'iPhone 10 parce que la gestuelle qu'on a maintenant, même sur les autres iPhones, d'aller de bas en haut pour pouvoir revenir à l'écran standard, on l'a bien enregistré. On a oublié qu'il y avait ce fameux petit bouton. Donc, ça serait quand même une sorte de mise en conformité, on va dire ça comme ça, et qu'à nouveau, la gestuelle de bas en haut pour revenir à l'écran d'accueil se généraliserait aussi sur l'iPad. Un bref rappel avec notre concours, notre partenaire Lassi. Lassi vous offre cette semaine un cadeau exceptionnel, un Too Big Dock d'une capacité de 8 Tera. C'est bien plus qu'une solution de stockage, c'est aussi une station d'accueil pour connecter directement vos cartes CF et SD, vos périphériques USB 3 et Thunderbolt 3 ou encore un moniteur. Son prix 659 €. Un beau cadeau à gagner en répondant à la question qui sera posée dans quelques minutes en fin d'émission. Et enfin, un clin d'œil à notre sponsor Crucial ce soir, notre parrain Crucial qui vient de lancer un nouveau SSD, le Crucial MX500. Il se décline en 4 capacités. 250 Go, 500 Go, 1 et 2 Tera. Avancé de ce modèle idéal pour remplacer le vieux disque dur de votre Mac et dopé ses perfs, le disque SSD MX500 profite de la toute dernière technologie de mémoire Flash NAND 3D qui affiche une vitesse de 500 mégaoctets par seconde en lecture et 510 mégaoctets par seconde en écriture. C'est également le premier SSD Crucial à avoir la garantie de 5 ans contre 3 ans auparavant. Comptez 78 € pour son prix pour le modèle 250 Go. Dernière partie, on va parler dans la prochaine partie de l'iMac Pro toujours bien sûr, est-ce qu'il est taillé pour la réalité virtuelle? Messieurs, lors de sa présentation en juin dernier, Apple a présenté justement cette machine comme taillée pour la réalité virtuelle. C'est vrai que le Mac était vraiment le parent pauvre. Alors l'iMac Pro, est-ce qu'il a réussi à rattraper son retard pour connecter un masque de VR? Erwan, tu as essayé, est-ce que cela marche enfin? Ça marche, c'est bon. Après, c'est pas si facile que ça, c'est pas plug and play. Bah si, mais faut avoir des informations. C'est-à-dire qu'il y a très très peu d'informations. J'ai cherché moi sur internet des vidéos, voir avec l'iMac Pro, il y a très très peu de choses. Donc globalement, comment ça fonctionne un casque de réalité virtuelle? Vous avez le casque et puis vous avez un petit boîtier et le but en fait, c'est que le casque, c'est comme un moniteur en fait, il y a 2 écrans et via du HDMI, sachant qu'il n'y a pas de HDMI donc sur l'iMac Pro et sur l'iMac 5K aussi parce que si vous avez la AMD Radeon 580X, ça doit fonctionner aussi normalement. Alors pour de la vidéo, peut-être pas pour de la 3D assez approfondie ni du jeu, mais en tous les cas pour de la vidéo dans Final Cut Pro 10, ça doit marcher. Et en tous les cas, en fait, il faut si vous avez acheté un adaptateur USB-C HDMI, ça marche pas. En tous les cas, moi j'ai fait le test. Si vous achetez un adaptateur USB-C DisplayPort, ça marche pas. Il faut avoir le câble HDMI USB-C et là, ça va marcher. Ouais, c'est quand même encore du bricolage de ce que tu me dis. Là, ça marche avec tous les casques que tu marchais. Une fois qu'on le sait, ça va. Mais bricoler un peu. moi, j'ai acheté un adaptateur. En fait, j'ai acheté tout ce qu'il fallait pas d'abord. Et donc après, je suis arrivé sur la troisième solution qui marchait. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, on a envie de casser le casque. Mais dès qu'on utilise le câble, ça marche plus ou moins. Parce que en fait, c'est pas natif dans macOS 10. Il faut savoir que Apple utilise, comme la plupart, même sur PC, utilise SteamVR. Donc SteamVR, en fait, c'est une application de Steam. Et donc sur Mac, au début, c'était porté. Il y a eu un arrêt de la part de Valve. Ils ont arrêté de développer SteamVR pour le Mac. Et puis, c'est revenu en fin d'année dernière avec une version bêta de SteamVR dans lequel on va pouvoir brancher, en fait, utiliser le casque. Et le casque, c'est le HTC Vive, en fait. Ah, c'est-à-dire que ça ne fonctionne qu'avec ce modèle d'HTC, pas l'Oculus de chez Facebook. Non, pas l'Oculus, qui est le plus populaire parce que c'est le moins cher. Alors, au niveau de SteamVR, pour l'instant, c'est vraiment bêta. Il y a des nouvelles versions, des mises à jour tous les jours. Il faut vraiment avoir envie de le faire sur Mac, on est bien d'accord. Faut être vraiment motivé. En fait, pour l'instant, on débute, c'est vraiment le début du VR sur Mac. Et là, ils ont sorti Final Cut 10.4 en fin d'année dernière avec la gestion du VR, qui est vraiment très très bien, qui est simple,
basique, mais qui fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on gère le VR depuis tout le temps dans FCP10. La gestion Ouais, ouais. dans le logiciel de montage d'Apple du VR est plutôt réussie pour faire Ouais. des vidéos en 360, monter Ouais. des vidéos en réalité virtuelle pour un masque, mais c'est pas le cas d'OS 10, hein, on est bien d'accord. Non, pour S10, en fait, il n'y a pas de gestion native. Ouais, c'est un vrai Il faut problème. passer, il faut installer Steam, VR, et à partir de là, ça fonctionne plutôt bien. Donc tu Il parlais y a de quelques Final Cut Pro 10 VR, donc ça permet de faire des films en vidéo, des vidéos 360, comment ça marche concrètement? globalement, on monte comme un film normal, en fait. C'est-à-dire on a des clips, des plans, Mhm. et derrière, on va pouvoir jouer donc sur le point d'entrée, point de sortie. On va pouvoir faire des transitions. On va pouvoir intégrer du texte dans la profondeur au niveau de l'habillage, par exemple. Pour l'instant, la problématique des films VR, ça va être la qualité en fait du rendu, parce que on travaille en fait en 4K ou en 8K ou même plus, mais sachant que c'est pour le 360, c'est-à-dire que c'est pas juste un plan. C'est-à-dire que le 4K, ça va se répartir sur 360 degrés, en haut, en bas, à gauche, à droite, devant, derrière. Donc du coup, on n'a pas 4K devant nous à chaque fois. Donc c'est assez pixelisé. D'accord. Mais ça va évoluer avec les prochaines caméras, je pense. Ça Ouais. va aller assez vite. C'est Et pour ça puis, que c'est important qu'Apple se positionne sur ce créneau-là, mais c'est un créneau plutôt pro. On est loin du grand public, on est bien d'accord. pour l'instant, mais je pense que Apple, pour l'instant, ils mettent juste leur dé, en fait. Et là, D'accord. pour moi, hein, le fait qu'ils développent pas nativement sur macOS 10, c'est juste qu'ils sont en attente de sortir leur propre solution VR AR, donc AR pour réalité augmentée. Ouais, je crois plus à Et à réalité mon augmentée, avis, moi, personnellement. Mais bon, passons. ils vont y arriver et ce sera bientôt natif. Mais là, c'est juste pour mettre un pied un petit peu dedans. Et l'intégration, en fait, dans Final Cut 10, c'est pour dire, voilà, on est capable de le faire. On Très a une bien. machine qui est capable de le gérer. Et je pense que c'est un message envoyé un petit peu à Un tout le peu monde, en fait. tardif, le message, mais il est enfin arrivé. Brièvement, très brièvement, Stéphane. Puisqu'on parle, c'est une émission pour parler de la machine. Pour moi, la machine, elle est faite pour pouvoir justement en fabriquer, en voir et qu'il n'y ait plus de difficultés. Mais- Il n'y a pas beaucoup de machines qui seront capables de le faire aujourd'hui. Elles vaut un peu d'argent, certes, mais au moins, elle marque une certaine étape. Alors peut-être elle a été faite rapidement, mais au moins, je pense qu'elle marque une certaine étape. C'était important de le dire. En tout cas, c'est vrai que cette machine est chère. On va essayer de répondre justement à cette question. Est-ce que l'iMac est-il trop cher? L'iMac Pro a défrayé la chronique à l'annonce de son prix. Regardez, la configuration de base est facturée la modique somme de 5 499 €. Une version en plateau équipée, elle, de 10 cœurs, un SSD de 2 Tera, de 128 Go de RAM et une carte graphique Radeon Pro Vega 16 Go, donc 64. Affiche un tarif, attention, roulement de tambour, de 11 188 €. Hein, il n'y a pas intérêt qu'elle tombe de son podium. Et la version toute option équipée de 18 cœurs, hein, tenez-vous bien, elle monte jusqu'à 15 508 €. Alors messieurs, l'iMac est-il trop cher? Pour y répondre, on a essayé de le comparer à une machine du marché en la configurant sur mesure pour avoir peu ou prou, je dirais, les mêmes composants que l'iMac Pro, notamment le fameux Intel Xeon W et l'équivalent carte graphique. On a essayé de tourner sur le site de Dell et notamment le Precision 5820 et on arrive après à une longue configuration, regardez, à un prix de 7 246,16 € pour l'équivalent de l'entrée de gamme de l'iMac Pro qui lui est facturé 5 499 €, mais avec un vrai écran 5K, avec du Thunderbolt 3, ce qui n'est pas le cas encore sur PC. Là, c'est du Thunderbolt 2. En clair, pour un pro, est-ce que c'est une bonne affaire, Emmanuel? Alors moi j'ai fait des comparatifs aussi. J'arrive pas au même résultat que toi mais c'est pas forcément chez Dell, puisque je travaille avec une société qui s'appelle Atreid et qui fait de l'intégration pour les solutions de post-production et qui, suite au problème du Mac Pro 2013, s'est mis à faire de plus en plus de PC. Il bosse avec Supermicro. Et à configuration équivalente sur l'entrée de gamme, sur le 10 cœurs, on est 1000 € moins cher. Sur le 10 Avec cœurs. un écran, avec un écran Moi, c'était le 8 5K cœurs, celui-là, mais bon, passons. LG. Après, je trouve que oui, sur le haut de gamme, c'est 15 000 €. Ouais, il faut vraiment... 15 000 €, on commence à avoir des voitures pas mal pour à ce prix-là, quoi. Même si la machine est fermée, il est quand même possible de l'ouvrir.
on perdra la Ouais. garantie, mais à moins que vous alliez chez un revendeur ou dans un Apple Store. Et vous pouvez changer les barrettes et augmenter la mémoire, puisque les barrettes, elles, ne sont pas soudées. Pour conclure sur ce point-là, et on passera au portrait robot, l'utilisateur de cet iMac Pro, pour conclure cette émission avec Erwan, est-ce que le prix t'a fait tousser en matière d'investissement et d'amortissement, un terme important pour les pros? Est-ce que si la machine dure longtemps, ce qu'on leur souhaite bien sûr, tu penses pouvoir l'amortir à ce prix-là? Moi, je trouve par rapport à la puissance, ce qui est fourni dedans et au prix et par rapport à ce que j'ai regardé sur les configs PC comme vous, je trouve que ça se tient en fait. Ils ont pas explosé les budgets. Après sachant que, l'info qu'il faut savoir, moi ce que j'ai eu comme retour, d'Apple, c'est que la machine Deeker en fait, c'est un peu la machine, qui établit les bases pour les logiciels Apple. C'est-à-dire qu'au-delà, alors il y aura pas obligatoirement un gain de performance. On aura des gains de performance sur des logiciels vraiment spécifiques comme, la 3D. Encore faut-il que les logiciels 3D sur Mac soient vraiment bien optimisés, mais quand on fait des rendus, multicœurs, ainsi de suite, ou sur, de l'encodage avec Adobe Encoder par exemple, où là on va utiliser tous les cœurs. Donc, pour moi la machine vraiment, hein, qui serait pas mal, ce serait un peu la config que tu as et que j'ai. Bon, je la trouve assez chère à 11 000. Après 128 gigas de RAM, on n'est peut-être pas obligé de passer à 128 gigas de RAM. Mmh. Mais, Et surtout pour au moi prix d'Apple ou les factures Apple, oui, c'est sûr, je confirme. ouais, pour caser toute cette puissance, voilà, dans un seul écran, globalement, c'est assez intéressant d'avoir cette machine dans certains cas. Après, je comprends tout à fait dans des boîtes de post-production, ou, des boîtes de 3D où toutes leurs machines sont dans un nodal, Bien sûr. le coût va d'abord intervenir et le design passe après, hein. Je suis complètement d'accord avec ça. Concrètement, puisque tu as commencé à éventer le sujet, à qui se destine cette machine? Est-ce qu'on peut faire le portrait robot ensemble? Bien sûr, des vidéastes, vous l'aurez compris, des photographes. Moi, j'étais très surpris qu'Apple me dise notre première cible aujourd'hui, nos premiers professionnels, la plus grosse base d'install professionnelle que nous ayons. C'est vrai que je ne l'avais pas identifié, ce sont les développeurs. Alors, j'en ai parlé avec le développeur de l'application dont on refait le Mac. C'est vrai que ça l'a un peu fait tousser au prix de la machine. Alors c'est vrai qu'il me donnait l'exemple de la nécessité de recompiler souvent des applications lorsque vous les développez. Ils ont estimé à peu près à 700 le nombre de recompilations nécessaires pour une application qui existe et qui serait publiée sur l'App Store. Donc effectivement, tout au long d'une vie d'une application, ça fait beaucoup de calculs. Mais en gros, pour recompiler l'application de Refait le Mac, c'est 4 à 5 minutes. Donc investir 5 000, 10 000, 15 000 euros pour passer de 5 minutes à 3 minutes, moi personnellement, je vois pas trop l'intérêt. Qu'est-ce que vous en pensez peut-être avec Stéphane? Quel marché tu vois autour de cela? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres marchés qu'on n'a pas perçus ensemble aujourd'hui? Notamment En du fait, côté... pour aller dans ton oui, sens, pour le développeur, et c'est vrai que la compilation, en tout cas, ça va pas être quelque chose ça va être marginal. C'est bien d'avoir une machine puissante, pour la VR, ça va être super, ça on en est convaincu. Les développeurs, c'est sûr, plus ils auront une machine puissante, plus ils s'amuseront avec. Je pense pas que ça soit le truc, parce que ce sera pas utile et pas non. légitime. Maintenant, qui est censé acheter? Donc on a parlé tout à l'heure rapidement, j'ai évoqué le Photoshop, qui était quand même le logiciel Bien sûr. qui était attaché au Mac, etc. Est-ce que les photographes doivent acheter obligatoirement, sachant qu'ils utilisent que Photoshop principalement ou Lightroom? Est-ce que c'est nécessaire? D'après ce que j'ai pu lire dans les différents tests, la réponse était non. C'était mieux de passer sur une configuration autre d'un PC en particulier. Sauf si on veut rester bien sûr dans l'environnement Apple, bien sûr. Mais enfin, ça, Bien c'est sûr, une question. ça c'est une question, mais voilà, mais ça c'est bien sûr. Maintenant, c'est vrai que je suis certain que les vidéastes vont s'en donner à cœur joie et que là, le fait qu'on leur donne cette puissance-là, va leur donner encore plus envie d'être encore plus créatifs, d'être allé encore plus loin. Donc, pour moi, c'est une forme de. Quand on parlait du prix, en fait, quand on parle du prix brut, c'est vrai que c'est de la trésorerie qui est sortie. Là, tu disais que le tien, celui que tu avais en plateau, Ouais, valait 11 000 un peu euros. plus de 11 000 euros. Donc, ce qui fait à peu près, si on l'amortit sur 5 ans, ça fait 2 300 ou 2 400 euros par an. Je ne sais pas si c'est hors taxe ou TTC ce que tu as pu. 11 000 euros, c'est TTC. TTC, donc bon, tu enlèves la TVA déjà, bon, bah, ça te fait déjà en dessous de 10 000. Et bon, en gros, tu divises en dessous de 5, là, ça te fait en dessous de moins de 2 000 euros donc par an. 2 000 euros, admettons que tu en achetais un chaque année, bon, voilà, tu vas le garder 5 ans et il sera peut-être un modulo si tu rajoutes quelques barrettes de RAM. Tu n'auras pas trop de soucis. Difficulté à l'amortir. À l'amortir, pour revenir au sujet légèrement précédent. Donc, tu as quelqu'un qui fait ça au quotidien, comme un vidéaste, comme quelqu'un qui
dont c'est vraiment l'obligation d'avoir un peu une puissance et de rapidité d'action, pour moi, il n'y a pas photo. C'est bien d'avoir la dernière machine. Maintenant, c'est vrai que c'est très cher. À chaque fois, ils repoussent une limite. L'année prochaine, l'entrée de base, ça sera 10 000 €. Ouais. C'est ça qui est un peu ennuyeux, quoi. Ce sera le mot de la fin. On passe tout de suite au concours de notre partenaire LaCie. Cette semaine, LaCie vous offre un cadeau exceptionnel, un Too Big Dock d'une capacité de 8 Tera. Son prix est de 659 €. Pour participer, il vous suffit de répondre à cette question. C'est dur à dire. Quels sont les emplacements et ports disponibles en façade sur le Too Big Dock Thunderbolt 3 de LaCie? Les réponses, c'est tout simplement via Twitter et le compte LaCieTech en associant l'hashtag LaCieORLM, le compte LaCieTech en associant l'hashtag LaCieORLM. Bonne chance! Un cadeau également à notre parrain Crucial qui vient de lancer un nouveau SSD, le Crucial MX500. Il se décline en 4 capacités, 250 Go, 500 Go, 1 et 2 Tera. Avancé de ce modèle, idéal pour remplacer le vieux disque dur de votre Mac et déployer ses performances. Le disque SSD MX500 profite de la toute dernière technologie de mémoire flash NAND 3D qui affiche une vitesse de 560 mégaoctets par seconde en lecture et 510 mégaoctets par seconde en écriture. C'est également le premier SSD Crucial à avoir la garantie de 5 ans contre 3 ans pour les précédents. Son prix à partir de 78 € pour le modèle 250 Go. Merci à Crucial de nous soutenir. L'heure est venue de passer à vos coups de cœur, messieurs. Les coups de cœur, on commence tout de suite par Stéphane. Alors, Olivier, donc pour aller très très vite, j'en avais 2, j'en mettrai qu'un aujourd'hui. En fait, c'est un petit, tu sais que j'aime bien les petits gadgets, et parmi les petits gadgets que j'ai pu trouver ces derniers temps, il y en a un qui s'appelle le Node. Et le Node, c'est une petite multiprise qui permettent à ceux qui ont plusieurs appareils Apple, donc qui doivent être rechargés en Lightning, de recharger avec un seul port USB, 3 appareils en un. Donc c'est une multiprise de Lightning et ça valait pas très très cher, moins de 40 €. Donc je me suis dit tiens, ça pourrait être utile vu que moi je n'ai qu'un seul port de disponible sur mon ordinateur. Voilà. Ouais, il faut quand même que le port il dépote en termes d'ampérage, hein, mais c'est plus lent, ça j'en conviens, mais au moins quand tu travailles, tu fais pas très attention, quoi. C'est vrai, voilà. Tu as raison. On oublie. Erwan, de ton côté, quel est ton coup de cœur? Alors mon coup de cœur, c'est un site qui s'appelle Art2VFX, qui est une source d'inspiration en fait. Il regroupe tous les making-of qu'on peut retrouver des boîtes de post-production. Donc on retrouve les making-of sur les derniers gros films comme Blade Runner par exemple ou autres. Et c'est vraiment une source d'inspiration de voir comment les personnes font des effets assez incroyables, mélangeant 3D, compositing et autres. Donc art2vfx.com, c'est vraiment un site à vous mettre dans les favoris. Ouais, je vais aller voir ça dès la fin de cette émission. De ton côté, Emmanuel, quel est ton coup de cœur? Mon coup de cœur à moi, c'est ce système de chez iFootage. C'est le Shark Slider Mini, qui est un produit que j'adore, que je suis en train de tester, qui est piloté par une application iOS et qui permet de programmer des mouvements de travelling et avec une tête robotisée 2D, mais aussi de faire des timelapses. Et tout ça, c'est piloté avec une petite application iOS. Voilà, le Shark Slider Mini. C'est quand même incroyable ce qui est en train de se développer dans le monde de la vidéo. Et puis surtout, on voit les prix, les coûts de baisser à vitesse grand V. Il y a quelques années, ça coûtait une vraie fortune ce genre d'engin-là. Ouais, ça coûtait entre 6 et 10 000 €. Là, on est sur un truc qui coûte dans les 1 000 €. De mon côté, c'est également mon coup de cœur. Un site internet, il s'agit de webarchive.org qui nous a un peu sauvé la vie la semaine dernière lorsque le site dont on refait le Mac est tombé. Il permet de retrouver une partie de notre archive, du moins du design. Au-delà, c'est une formidable machine à remonter le temps, du moins sur le web. Amusez-vous à remonter le temps, par exemple, du site Apple. Vous verrez, c'est amusant de voir comment la société a évolué. Si vous recherchez un article qui est paru, des informations bien précises qui auraient disparu sur Google ou qui auraient été effacées, webarchive.org vous retrouvera ça illico presto. C'est la fin de ce 285e épisode d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre prochaine émission. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne d'On refait le Mac, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. Et merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.